Alors qu'un 7e soldat américain a été tué hier, les partisans de Donald Trump le soutiennent-ils toujours dans cette guerre? Lui qui avait fait campagne en promettant de mettre fin à tous les conflits armés. Nos correspondants ont rencontré les supporters du président à Fort Campbell, une base militaire à la frontière entre le Kentucky et le Tennessee. C'est un reportage de Franck Genozo et Léna Soudre. Aux portes des Appalaches, bienvenue dans l'Amérique qui a voté à 80% pour Donald Trump. Dans cette partie du Tennessee, il existe une concentration unique de boutiques à l'effigie du président. Comme celle-ci où nous avons rendez-vous et où ses admirateurs viennent se fournir. Mon fils de 2 ans adore Trump. À chaque fois qu'il le voit à l'écran, il applaudit. Ah vraiment? Regardez, les enfants adorent celui-là avec Trump en blouson Top Gun. Cody Forrester, le patron, nous accueille. Un indéfectible partisan du président. On a un drapeau qui est en rupture de stock. Celui-ci, avec Trump en sauveur de l'Amérique. Pour lui, la guerre, le régime iranien l'a bien cherché. Ils auraient dû écouter ce que Trump leur demandait. Il leur disait ne faites pas ci ou ne faites pas ça, suivez nos règles. S'ils avaient fait ça, ils n'auraient pas eu de problème. Dans l'arrière-boutique, sa femme, Mindy, travaille sur les nouveaux modèles de t-shirts, à l'effigie de l'opération militaire en cours. On a commandé celui-ci et aussi celui-là à droite. Que les gens puissent afficher leur soutien. Elle est plus mal à l'aise vis-à-vis de cette guerre, mais elle ne retire pas pour autant sa confiance au président. Ça me dérange. Je comprends pourquoi il le fait, mais je n'aime pas la guerre. Mais vous pensez qu'il applique son programme l'Amérique d'abord? Oui, car je pense qu'il fait ce qu'il faut pour faire passer l'Amérique en premier et nous garder en sécurité. Donald Trump a pourtant fait campagne sur le fait qu'il ne déclencherait pas de nouvelle guerre. Alors, a-t-il renié sa parole? Ces terres républicaines accueillent l'une des plus grandes bases militaires du pays, Fort Campbell. 30 000 soldats, dont certains déployés au Moyen-Orient. Ce couple a son fils et son petit-fils dans l'armée. Ils sont venus leur rendre visite, non sans inquiétude. Mon petit-fils s'est entraîné pour ce type d'opération. Et il a 2 enfants. Et sa femme aussi est soldate. J'ai peur que nous n'ayons pas de plan de sortie, voire pas de plan du tout. On est resté 20 ans en Afghanistan et on ne veut plus ça. Autour de la base, c'est toute une ville qui vit de la présence militaire, avec ses bureaux de recrutement, ses magasins d'équipements spécialisés. Mike Raleigh nous accueille dans le sien. Ça fait longtemps que vous faites ça? Presque 4 ans maintenant. Ah, vous avez vu défiler quelques soldats alors? Ah oui, j'en ai vu un certain nombre. Parfois, ils ont juste besoin d'une gamelle pour leur repas, ou d'une paire de genouillères en plus, ou tout simplement d'une gourde. Lui comprend le revirement de Donald Trump et son choix d'engager le pays sur le chemin de la guerre. J'aime le fait que, malgré ses réticences, il ait jugé qu'il fallait le faire. Il a eu le courage de changer d'avis. D'autres présidents ne l'auraient pas fait et auraient laissé un autre pays nous gifler. Mais qu'en pensent ceux qui ont servi sous les drapeaux? Nous avons rendez-vous avec ce groupe de passionnés de Jeep. Ici, on affiche son patriotisme jusque sur le châssis de la voiture. Mon père est un vétéran et j'en ai 4 autres dans ma famille. C'est important pour moi. Ce soir-là, c'est un ancien de la Navy qu'ils viennent voir chanter. La guerre se déroule à près de 11 000 kilomètres, mais elle est malgré tout présente dans les esprits. Le président fait un boulot incroyable et je ne demande pas mieux que de le voir continuer à nous protéger et à protéger nos intérêts. Cet ancien combattant du Vietnam se dit favorable aux frappes contre le régime iranien, mais il s'interroge sur la suite. Vous seriez d'accord avec l'envoi de troupes au sol? Je faisais partie des troupes au sol au Vietnam. Ça serait terrible, on a déjà perdu plusieurs soldats. Au Vietnam, on en a perdu 58 000 et 2 millions de Vietnamiens. Mais d'autres voient surtout l'impact économique de cette guerre dont la durée est incertaine.
Les prix au supermarché atteignent des sommets. Et dans cette ville, le prix de l'essence a augmenté de 20 centimes le litre en l'espace d'à peine quelques jours. Alors non, c'est pas l'Amérique d'abord, c'est Trump d'abord. L'Amérique a élu Donald Trump sur des promesses de pouvoir d'achat revigoré. De ses détracteurs à ses partisans les plus fervents, elle sera attentive à l'évolution de la guerre et à son impact sur les prix du quotidien. Et chez les hommes du président, dans l'entourage de Donald Trump, tous ses conseillers le suivent-ils dans cette guerre? Officiellement, oui, mais quand on creuse, eh bien, des voix dissonantes se font entendre, publiquement ou en coulisses, pour critiquer l'offensive américano-israélienne au Moyen-Orient. Récit, Benjamin Delombre, Diane Schlinger. Nous sommes le 1er mars. Donald Trump a donné l'ordre de bombarder l'Iran. Dans cette pièce aménagée de sa villa de Mar-a-Lago, il y a des conseillers. Et surtout, il y a Marco Rubio, le puissant secrétaire d'État américain qui pousse depuis des semaines pour frapper le régime des Mollahs. Autour de la table, il manque J.D. Vance. Le vice-président américain suit l'opération à 1500 km de là, depuis ses bureaux de Washington. Faut-il y voir le symbole d'une dissension au sein du couple exécutif américain sur l'opportunité de frapper l'Iran? En tout cas, parmi les hommes du président Trump, tous ne sont pas sur la même ligne. Il y a d'abord les va-t-en-guerre. Marco Rubio, on l'a vu, mais aussi le sénateur républicain Lindsey Graham et le ministre de la guerre, Pete Hegseth. Depuis 10 jours, ce vétéran de l'Afghanistan se démultiplie pour défendre l'intervention américaine en Iran. Coûte que coûte. On va encore avoir des pertes. Dans ma génération, vous savez, on sait ce que c'est de voir nos gars revenir dans des cercueils. Mais ça ne nous affaiblit pas. Ça renforce notre détermination à vouloir terminer le combat. Le genre de déclaration que n'aurait sans doute jamais prononcé J.D. Vance. Défenseur de l'Amérique d'abord, opposé aux guerres lointaines, le vice-président américain se montre depuis quelques jours très discret. Presque emprunté, comme ici lors de la réception la semaine dernière du chancelier allemand à la Maison-Blanche. Il n'accorde de rares interviews que pour promettre une guerre courte. Il n'y a aucune chance que Donald Trump entraîne ce pays dans un conflit sur plusieurs années, sans objectif clair. Au sein du clan Trump, il en est un qui n'hésite pas à critiquer ouvertement l'opération en cours. Tucker Carlson. Selon la presse américaine, cet idéologue du mouvement MAGA aurait tenté de dissuader le président d'entrer en guerre. Actant son échec, il n'a désormais plus de mots assez durs envers l'administration américaine. Ça peut vraiment devenir un désastre. Il n'y a pas de plan pour remplacer le régime qu'on a mis à terre. Malgré des dissensions croissantes, les apparences sont pour leur sauve au sein du clan Trump. Hier, le président des États-Unis et J.D. Vance notamment sont apparus côte à côte. Salut militaire de rigueur lors du retour des dépouilles des soldats américains tués au Moyen-Orient. Et alors que Donald Trump va tenir une conférence de presse dans quelques minutes ce soir, les opposants à cette guerre aux États-Unis critiquent un président qui semble beaucoup écouter le Premier ministre israélien. Si Donald Trump répète qu'il a pris la décision de lancer cette guerre tout seul, la stratégie guerrière de Benyamin Netanyahou contre l'Iran a-t-elle joué, a-t-elle influé sur sa décision? Enquête de Diane Schlinger et Marine Zambrano à Washington. 6 visites officielles. Aucun autre dirigeant n'est venu autant aux États-Unis que Benyamin Netanyahou en un an. Aucun n'a autant parlé à l'oreille de Donald Trump, jusqu'à ce que les deux hommes décident de partir en guerre ensemble, contrairement à ce qu'avait toujours promis le président américain. Au point que certains, comme ce vétéran, s'insurgent jusqu'au Sénat. Personne ne veut se battre pour Israël. Tout s'est accéléré ces 3 derniers mois à l'initiative de Benyamin Netanyahou. Le 29 décembre, le Premier ministre israélien vient à Mar-a-Lago. Devant les caméras, il complimente le président. Je le dis encore et encore, nous n'avons jamais eu d'amis comme Donald Trump à la Maison-Blanche. Il est venu avec un but précis. En coulisses, il déclare à Trump qu'il compte attaquer l'Iran dans les prochains mois et demande son soutien opérationnel. Les États-Unis se retrouvent alors face à un dilemme, avoué par Marco Rubio il y a quelques jours.
On savait qu'il y aurait une opération d'Israël. On savait que ça précipiterait une attaque de l'Iran sur les forces américaines dans la région. Et on savait que si on n'allait pas de façon préventive, on aurait davantage de pertes. Début janvier, les manifestations prennent de l'ampleur en Iran. Donald Trump envisage des frappes ciblées, ponctuelles, mais pas une guerre. Nous sommes parés, prêts à y aller. Le 14 janvier, appel de Netanyahou. Il demande à Trump de ne pas frapper tout de suite, d'attendre qu'Israël soit prêt pour une opération conjointe de grande envergure. Mais le président américain veut encore essayer la diplomatie. Il envoie ses émissaires négocier avec l'Iran. Le 11 février, Benyamin Netanyahou se redéplace en personne. 3 heures de discussion et de pression. C'est là qu'il aurait réussi à convaincre Trump que toute diplomatie était vaine, que la seule solution était la guerre. Je ne vous cache pas que j'ai exprimé un certain scepticisme sur la possibilité de tout accord avec l'Iran. Le lendemain, le plus grand porte-avions américain est envoyé au Moyen-Orient, rejoindre une flotte déjà impressionnante. Le 13 février, Donald Trump parle pour la première fois de changement de régime. Ce serait la meilleure chose qui puisse arriver. C'est lors d'une ultime discussion au téléphone le 23 février que le sort de l'Iran est scellé. Quand Netanyahou laisse entrevoir à Trump la possibilité historique de faire tomber Ali Khamenei. Accusé de s'être fait tordre le bras par Israël, Donald Trump se défend. Vu comment les négociations se déroulaient, j'avais l'impression que l'Iran allait attaquer en premier. Et je ne le voulais pas. Donc c'est plutôt moi qui ai forcé la main d'Israël. Le risque pour Benyamin Netanyahou, c'est que Donald Trump finisse par le lâcher si cela lui coûte trop cher politiquement, ici, aux États-Unis.